Voilà, et au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce débat important, intéressant. Et je remercie vraiment beaucoup Delphine Kloppenstein-Brogini qui vient de terminer une session du jour. Elle est à Berne. Elle s'est précipitée dans son studio pour être avec nous ce soir. Merci beaucoup, madame. Et Werner Boxler, qui vont se présenter dans quelques petites secondes à vous pour savoir déjà qui ils sont et avant de commencer le débat. Mais auparavant, vous ouvrez vos micros pour un chaleureux applaudissement pour nos deux débatteurs du soir. Merci beaucoup. Bon, vous imaginez, nous sommes dans une salle, vous avez le petit verre à la main, tout va bien. Alors, Delphine, voilà, mais maintenant vous coupez vos micros, merci beaucoup. Alors, Delphine Kloppenstein-Brogini, qui êtes-vous? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici pour discuter de cette votation importante et d'échanger, parce que c'est surtout comme ça qu'on se fait la meilleure des idées, c'est de pouvoir échanger, poser des questions et confronter les différentes idées. Alors, je m'appelle Delphine Kloppenstein-Brogini, je suis conseillère nationale pour les Verts, je représente Genève à Berne et je suis membre de la commission de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement, donc pas directement en lien avec la loi Covid, mais par contre, j'ai pu travailler évidemment cette loi depuis le début. J'ai été élue au Conseil national en 2019, donc ça a été quasiment un des premiers grands travaux qui nous a occupés. Donc, je connais cette loi, si on veut, depuis le début et dans ses détails, puisque chacune de ces articles, je les ai travaillés et votés, mais pas directement dans la commission, vu que c'est la commission de l'économie qui s'en est chargée. Mais je pourrais évidemment tout de même être à même de vous présenter cette loi. Merci beaucoup, nous y reviendrons. Vous êtes également présidente à Genève des Verts. Parfaitement, exactement. Donc ça, c'était mon rôle de conseillère nationale. Je suis présidente des Verts genevois à Genève et je suis sociologue de formation et mère de 2 enfants de 15 et 17 ans. Merci beaucoup. Werner Boxler, alors vous êtes coprésident des Amis de la Constitution. Je vous laisse vous présenter. Oui, tout à fait. Merci pour cet accueil et pour votre confiance. Donc, moi, je suis éducateur social. J'ai travaillé 33 ans dans le domaine social pour m'orienter vers le coaching de vie. Et puis maintenant, j'ai créé des cercles pour hommes, pour la parole, et aussi je fais des ateliers avec eux, mais pas que, aussi des ateliers mixtes. Et c'est vrai que depuis une année maintenant, je peux dire, je suis rentré dans la scène parce que j'ai tout simplement senti qu'il fallait que j'apporte ma personne à ce qui se passe en Suisse. Donc, accessoirement, je suis coprésident des Amis de la Constitution qui se sont créés le 23 juillet avec 23 membres. Donc, aujourd'hui, l'association compte 9 000 membres et nous allons vers les 10 000, donc gentiment. Voilà donc pour ma présentation. Puis sinon, je suis père de 4 enfants adultes et aussi grand-père depuis une année. Merci beaucoup, Werner. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Ça tombe bien. Donc, Delphine, vous avez vu naître la loi, vous l'avez suivie. Et donc, ce bébé qui est le vôtre en partie va être présenté au peuple. Alors, qu'est-ce que c'est cette loi? Pourquoi en avions-nous besoin pour quelque chose qui est finalement, on espère, éphémère? On vous laisse nous exprimer tout cela. Très volontiers, merci. Alors peut-être je vais démarrer d'office par la chronologie parce que c'est aussi peut-être ce qui importe, parce que c'est aussi une loi qui est limitée dans le temps. Alors dans la chronologie, si on reprend depuis le début, c'est au fond au printemps 2020, hein, la pandémie a démarré en février. Au printemps 2020, le Conseil fédéral réagit rapidement, d'abord à coup d'ordonnance, sans impliquer le Parlement, en s'appuyant sur la loi des épidémies, qui lui donne des compétences étendues.
Et ça, c'était un moment fort du printemps où finalement le Conseil fédéral était, si on veut, un peu seul à bord. Et il travaillait grâce à cet outil des ordonnances où il peut travailler sans faire écho au Parlement. C'est-à-dire qu'il peut décider seul sans confronter ses décisions au Conseil national ou au Conseil des États. Donc, le Conseil fédéral s'est appuyé sur ce droit de nécessité. Donc, c'était une possibilité qu'il avait, mais qui était limitée à 6 mois. Et cette possibilité, évidemment, était prévue dans la Constitution, donc c'était tout à fait légal, mais ça avait une durée limitée dans le temps. Et puis surtout, le souci majeur, c'est qu'on n'avait pas cet écho indispensable, et plus qu'un écho, mais ce contre-pouvoir qui est celui du législatif pour accompagner, contrecarrer, réviser les décisions du Conseil fédéral. Alors, en automne 2020, la loi Covid est adoptée. Cette loi Covid a déjà démarré dans les commissions, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pas ma commission proprement dit, mais la commission de l'économie. Ensuite, elle a transité par différentes autres commissions aussi, notamment celle des finances, parce que c'est essentiellement une loi d'investissement, d'argent. Mais c'est la commission de l'économie qui l'a traitée, qui a commencé à la traiter dès le printemps, et puis on est arrivé avec une proposition à peu près finalisée en automne 2020. Et ça a été le moment, d'ailleurs c'est suite à cette acceptation d'ailleurs que le référendum a été lancé. Donc en automne 2020, la loi Covid est adoptée par le Conseil national et par le Conseil des États. Vous dire aussi que cette loi a été largement adoptée, ça c'est important de voir, c'est qu'au niveau du Conseil national, donc le représentant du peuple, ce conseil-là, on est 200, on a eu 153 soutiens à la loi, 36 refus et 6 abstentions. Au niveau du Conseil des États, donc le conseil qui représente les cantons, eh bien c'est le 100% des voix, c'est-à-dire 44 oui pour cette loi Covid. Alors, voilà ce qui s'est passé. En mars 2021, il y a eu une introduction dans la loi de la prise en charge des tests par la Confédération et la possibilité de mettre sur pied des certificats sanitaires. Mais ça a été dans un deuxième temps parce qu'au fond, cette loi, il a fallu encore la compléter et c'est ce qu'on a fait au mois de mars. Mais aujourd'hui, on parle clairement de la loi qui a été votée en automne 2020. Et qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette loi? Et je vais vous le dire rapidement pour ensuite laisser la parole à Monsieur Boxler. Mais les arguments phares que je vous déroule ici, premièrement, c'est que la loi, elle crée une base légale pour continuer à maîtriser la pandémie et ses répercussions. Donc ça, c'est aussi extrêmement important d'avoir une loi qui nous permet de travailler cette pandémie. La loi règle et précise les compétences du Conseil fédéral. Pour ce faire, elle permet de reconduire différentes mesures épidémiologiques, notamment le principe d'aide financière destinée aux employés des entreprises destinées à l'aide culturelle, etc. Sans cette loi, très clairement, on aurait risqué des faillites, même si des faillites pourront avoir lieu encore aujourd'hui, mais c'est vraiment une loi qui est venue pour aider clairement essentiellement l'économie, ou dans un premier temps l'économie, puis dans un deuxième temps le milieu culturel, événementiel, pour les aider dans cette période où finalement tout était, ou presque tout était fermé, et tout ce milieu-là avait de la peine évidemment à subsister, notamment les restaurateurs également. Ce qui est important de dire, c'est que cette loi, elle ne relève pas du droit d'urgence, comme certains le disent. Ce n'est pas du tout une loi d'urgence, mais par contre, elle a été débattue dans ce qu'on appelle un processus d'urgence. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait la traiter très rapidement parce qu'il y avait urgence. Mais ce n'est pas une loi d'urgence dans le sens où on peut, parce qu'une loi d'urgence permet des fois aussi, notamment au Conseil fédéral, d'imposer des positions, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, grâce à cette loi, le Conseil national et le Conseil d'État ont pu donner leur mot sur tous les articles de la loi, qui ont été préparés en partie en commission, en partie par le Conseil fédéral. Et puis, pour cette raison-là, ça nous a en tout cas très clairement, enfin, c'est un des arguments pour moi majeurs, c'est qu'au fond, c'est une avancée démocratique sur cette question-là. Pourquoi une avancée démocratique? Parce que le Conseil fédéral ne travaille plus à coup d'ordonnance tout seul dans son coin, mais vient confronter toutes ses décisions au Parlement, grâce à cette loi qui est une loi comme une autre. C'est une loi vraiment comme une autre, si ce n'est qu'elle est traitée plus rapidement. Et puis, sa particularité aussi, c'est qu'elle est limitée dans le temps, et je reviens à mon introduction, c'est que dans la chronologie, cette loi a un temps et ne pourra pas, enfin, devrait être terminée à la fin de l'année. Donc ça, c'est voilà en quelques mots, mais c'est donc une loi qui est indispensable
pour sauver, qui a permis de sauver en partie notre économie, le tissu culturel, événementiel, la restauration, parce qu'au fond, c'est une loi qui nous a permis de voter des crédits pour soutenir tous ces milieux dans cette pandémie. Merci beaucoup, Delphine. Alors, Werner, ça paraît tout cadré, tout ça. Pourquoi avoir lancé ce référendum? Alors, nous avons lancé ce référendum parce que le comité référendaire, qui est surtout constitué des amis de la Constitution, juge cette loi inutile et dangereuse pour la démocratie. Alors, d'une part, inutile parce que l'ensemble des aides que Delphine a mentionnées peuvent être réglées dans une loi ordinaire. C'est aussi d'ailleurs la motion Pirmin-Schwander que nous soutenons à ce niveau-là, qui a été déposée au Conseil national en mars, et puis que nous soutenons complètement. Nous avons aussi informé l'ensemble des parlementaires de notre soutien pour cette motion, ça veut dire que l'ensemble des articles concernant les aides peuvent être transférés dans une loi ordinaire parce que justement, cette loi actuelle de la loi COVID-19 est une loi urgente, dans le sens là que quand les chambres décident de rajouter un article, ils n'attendent pas 100 jours comme dans une loi ordinaire, mais il rentre déjà en vigueur le lendemain de la votation, ce qui était par exemple le cas pour le traçage qui a été rajouté le 18 décembre. Donc, aussitôt voté par le Parlement, le 19 décembre, c'était en vigueur. La même chose pour le certificat sanitaire, donc, qui donne la possibilité au Conseil fédéral d'édicter des grandes lignes d'un passeport sanitaire, est rentré en vigueur le 20 mars. Alors, ce qui est différent avec une loi ordinaire, là, normalement, il y a 100 jours d'attente. Ça veut dire, pendant ce temps-là, un comité référendaire peut se former ou pas, c'est selon si on est d'accord ou pas d'accord avec cette loi. Et en l'occurrence, on peut certes lancer un référendum, mais on est toujours un train en retard. Ça veut dire, voilà, elle est déjà en vigueur, la loi COVID-19, on a lancé le référendum avec succès, on a déposé 90 000 signatures le 12 janvier 2021, donc presque le double du nécessaire, mais n'empêche, la loi était déjà en vigueur depuis le 26 septembre 2020. Donc, à chaque fois quand un article est rajouté à la loi COVID-19, le peuple, il est court-circuité dans ses outils démocratiques parce qu'en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, on a toujours justement ce retard dont j'ai parlé déjà avant. Maintenant, il y a un autre grand problème, en plus de ce que je viens de dire, c'est les rajouts. En fait, ne se trouvent pas dans le livret de votation que je crois la plupart des citoyens et citoyennes ont reçu, parce que, en fait, le référendum a été lancé contre la loi du 25 septembre. Donc, nous avons interpellé le président de la Confédération et ainsi que M. Tourner, le chancelier de la Confédération, d'informer la population d'une manière correcte et entière quant à ces rajouts. Et justement, la réponse de la chancellerie, qui est venue très rapidement, je dois le dire, pour une fois, on a reçu une réponse, mais une réponse qui nous laisse sur la faim, tout simplement, parce qu'ils disent, juridiquement, vous avez lancé le référendum contre la version du 25 septembre, donc c'est celle-là qui est soumise à votation. Un point, c'est tout. Et d'ailleurs, le Conseil fédéral a informé la population lors de sa conférence de presse du 12 avril, oui, effectivement, il y a encore le certificat sanitaire et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment une information? C'est une question ouverte. Et qui dans la population est au courant que malgré le livret qui est dans nos boîtes aux lettres, qui est sur la table où on est en train de lire ou pas, malgré ceci, en fait, on a affaire avec des restrictions, des durcissements importants de cette loi
à chaque fois, ça s'est durci. Bien sûr, je concède à Delphine qu'il y a eu des aides supplémentaires qui étaient rajoutées. Je ne le remets pas en question. D'ailleurs, ce n'est pas là où nous sommes en désaccord. Je pense là-dessus, on peut s'entendre très rapidement. Mais par contre, voilà, avec le traçage qui était facultatif en mars 2020, il est devenu complet dans l'article qui était rajouté en décembre. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça peut être facultatif et complet à la fois, un traçage. Et ça veut dire, on rentre dans la vie des citoyens, de la population, parce qu'il y a aussi un tiers d'étrangers chez nous. Donc, comme on rentre dans la vie de tout un chacun pour le tracer d'une manière complète. Alors ça, c'est donc quelque chose qu'il faut communiquer à la population. Il faut aussi communiquer à la population qu'elle a ce certificat vaccinal qui va créer, et là peut-être je le développerai après encore davantage, une société à 2 niveaux. Ça veut dire qu'il y aura les vaccinés d'un côté et les non-vaccinés de l'autre. Et ces 2 niveaux, ça crée une ségrégation dans la population parce que les uns peuvent aller au théâtre et les autres ne peuvent pas. Par ailleurs, il y a maintenant aussi des entreprises qui font pression. Certes, ce n'est pas dans la loi. Hein. Je ne veux pas dire que les entrepreneurs doivent faire pression sur leurs employés de se faire vacciner. N'empêche que je constate qu'il y a une pression grandissante à ce niveau-là. Surtout, évidemment, dans le secteur de la santé, paramédical, dans les écoles, dans les institutions sociales, dans les EMS, et j'en passe. Alors donc, nous disons, voilà, effectivement, le financement que vous défendez, Delphine, je le défends aussi, mais créer donc une loi ordinaire, sortant ça de la loi urgente, et après, regardons les articles qui restent, et retournant dans une démocratie directe où le peuple a effectivement la possibilité de faire des référendums et de retarder des lois, comme par exemple la MPT. Hein, là, la loi n'est pas rentrée en vigueur le 15 janvier parce que le référendum a abouti. C'est bien sûr un autre sujet, mais je voulais juste dire que c'était une loi ordinaire, contrairement à la loi urgente. Donc, je ne comprends pas, Delphine, quand vous dites que ce n'est pas une loi urgente. Donc là, j'aimerais que vous m'expliquiez encore davantage la différence parce que franchement, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Et quand il s'agit de la limite dans le temps, et je termine avec ça, effectivement, il y a des articles qui devraient se terminer le 31 décembre 2021, mais il y en a des qui se termineront que fin 2022, d'autres 2023. Et puis, il y a des articles qui dureront jusqu'à fin 2031. Ça veut dire que la loi ne sera abrogée que le 1er janvier 2032. Ça c'est tout à fait visible et vous pouvez le lire dans la version du 1er avril qui n'est pas accessible dans le livret. Et là, je dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre État démocratique. Merci beaucoup Werner. Alors, le jeu, c'est de vous poser 2 questions chacun avant de donner la parole à nos invités. Alors là, vous avez une question d'ailleurs, Werner, pour Delphine, que vous venez d'exprimer. Est-ce qu'on la répète, Delphine, ou c'est bon pour vous? C'est tout à fait bon, je peux y répondre très volontiers. Okay. Je vous remercie pour la question et je vous réponds très clairement. C'est que officiellement, d'après les statuts, légalement, cette loi n'est pas une loi d'urgence. Elle n'a pas le statut de loi d'urgence. C'est une loi ordinaire qui a été traitée en urgence. Et cette distinction, elle est importante hein, parce que c'est une loi qui est traitée par le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement peut donner son avis. Je rappelle quand même que ce Parlement est élu par le peuple, représente le peuple. Hein. La chambre dans laquelle je siège est la chambre du peuple. Nous sommes 200 représentants de la population. Et puis, cette loi donc, est une loi ordinaire qui a été traitée en urgence. Pourquoi elle a été traitée en urgence? C'est un cas exceptionnel. Je pense qu'on le conviendra ici. La situation sanitaire nous a pris de court. On a été dans une situation extrêmement difficile. Il a fallu très rapidement, d'une part, reprendre la responsabilité par rapport au Conseil fédéral. Et je pense, Monsieur Boxler, que vous n'êtes pas non plus très à l'aise avec l'état d'urgence tel qu'il était tout au début de la pandémie, où finalement, le Conseil fédéral
fédéral jouait tout seul. Le Conseil fédéral jouait à coup d'ordonnance dans son coin sans avoir d'écho du Parlement. Alors ça pose un problème. Moi, je l'ai accepté dans un temps au début parce qu'on était vraiment en situation d'urgence et il fallait que notre gouvernement réagisse. Mais très rapidement, j'ai été ravie qu'on monte cette loi spécifique, cette loi Covid, de manière à pouvoir, de manière démocratique, discuter chacun des articles en commission puis en plénière, mais de manière urgente, parce que j'estime qu'il est extrêmement important que les soutiens soient libérés rapidement. Et puis là j'ai un clair malaise. Si vous imaginez ces 100 jours avant d'accepter définitivement ou de mettre en œuvre un article de la loi, vous laissez dans des situations extrêmement difficiles des restaurateurs, des restauratrices, une économie des petites PME, le milieu culturel, les médias qui ont eu une peine folle aussi. Eh bien, pour ces raisons-là, le fait de l'avoir traité en urgence était absolument justifié. Merci beaucoup. Delphine, est-ce que vous avez une question en retour pour Werner? Oui, peut-être une question sous forme de réponse à ces interrogations d'une certaine manière. Où est-ce que vous avez lu clairement dans la loi, Monsieur Voxler, Werner, le fait que le certificat vaccinal était une obligation? Et où est-ce que vous avez vu que le principe même de la vaccination devait être une discrimination dès le moment où la vaccination n'est pas obligatoire? C'est volontiers que je vous réponds. Effectivement, c'est une obligation cachée. Ce n'est pas une obligation directe, mais il y a des privilèges qui sont accordés à ceux qui seront vaccinés. Ça veut dire justement, ils seront plus astreints à la quarantaine d'une part, et d'autre part, il y a déjà des théâtres qui ont reçu des directives très claires qu'à l'avenir, ils devront contrôler le certificat sanitaire. Alors donc, ça veut dire, effectivement, on n'est pas obligé d'aller au théâtre, on n'est pas obligé de voyager. Bon, ça, c'est encore un autre problème quand on quitte la Suisse. Là, c'est international. Mais on n'est pas obligé d'aller dans certains services publics. Je ne suis pas obligé non plus d'aller dans certains magasins qui interdisent, par exemple, même aux porteurs de… Bon, je ne vais pas m'égarer. Alors, donc, je reviens à la question. Effectivement, ça veut dire on n'oblige pas les gens à se faire vacciner. D'ailleurs, c'est dans la loi sur les épidémies, cette question n'est pas dans la loi Covid, mais on va restreindre les libertés de la partie de la population qui n'est pas vaccinée pour certaines activités dans notre pays. Et c'est là où c'est une obligation cachée. Combien de personnes déjà dans les EMS qui ne voulaient pas se faire vacciner au début se sont fait vacciner parce qu'ils veulent retourner à la vie sociale dans la salle à manger avec les autres résidentes. Alors donc, ils ont cédé à une pression qui est là et c'est ça qui soutenu par la politique sanitaire dans notre pays, crée une situation intenable parce qu'elle met sous pression une partie de la population et les prive de certaines activités. Merci beaucoup. Werner, une dernière question directement à Delphine. Vous avez encore une question pour Delphine? Oui, j'ai encore une question à Delphine. C'est tout simplement comment vous comptez informer la population de l'article 3A, 3B et 6A, ceux que j'ai mentionnés avant. Qu'est-ce que vous pensez vous pouvez mettre en place pour que la population puisse voter en connaissance de cause le 13 juin? Bien, par rapport à ça, je rejoins le propos de la chancellerie. C'est que le référendum a été lancé le lendemain de la votation, enfin le lendemain de l'acceptation de la loi Covid au Parlement en septembre. Donc, c'est cette version-là qui a été remise en cause par le référendum. Mais je vous accorde que la situation, elle est assez complexe et elle est assez exceptionnelle dans son genre. Quoi qu'il en soit, si le référendum passait, c'est l'entier de la loi qui tomberait le 25 septembre et donc l'entier des soutiens qui sont articulés qui tomberait.
très clairement. Mais juste peut-être pour rebondir sur la question de la, si je peux me permettre, Enza, juste de rebondir par rapport au principe même de la discrimination. Vous savez que moi, je suis, ainsi que les Verts, nous sommes un des partis qui s'est battu particulièrement pour que la vaccination ne soit pas obligatoire, pour qu'elle ne soit pas discriminatoire, et je suis la première à le dire. Et je pense que dans le camp des Verts, il y a pas mal de personnes qui sont même anti-vaccins, si je puis me permettre de parler ainsi, que ça soit le Covid ou que ça en soit d'autres. On a une sensibilité particulière à cette question, et pour moi, très clairement, pour moi, on est dans des situations où on doit garder, c'est une décision qui est intime, qui est personnelle. En aucun cas, elle doit être rendue obligatoire, et en aucun cas, elle doit générer des discriminations. Raison pour laquelle on ne s'est pas battu pour un certificat vaccinal en particulier. Hein, ça, c'est clairement la droite qui défend cette position actuellement. Et puis, on a quand même entendu M. Berset dire dernièrement que si vous alliez dans un magasin, que si vous alliez dans un théâtre, que si vous alliez dans un transport public, eh bien, ce certificat ne devrait pas être exigé ou en tout cas voir le jour, mais que ce serait pour des situations particulières de festival avec 1000 personnes ou de voyage à l'étranger. Donc, pour l'instant, c'est extrêmement réduit, mais je peux vous assurer que du côté des Verts, on n'a jamais été les fervents porteurs du principe même d'un certificat vaccinal qui risquerait la discrimination, ce qu'on ne souhaite évidemment pas du tout. Tout ceci, quand même, je me permets encore ce petit mot-là, c'est qu'on est quand même dans une Europe générale qui est en train de se blinder un petit peu de partout, organiser des certificats bien plus contraignants que ceux qu'on imagine ici, décidés par des gouvernements sans appui de Parlement. Donc, on est quand même dans un système démocratique qui est beaucoup plus développé ici. Alors, permettez-moi, Delphine, avant que vous posiez votre dernière question à Werner, quand même d'intervenir sur ce point, parce qu'il se trouve que j'ai entendu dans l'après-midi M. Poggia dire que sur Genève, les restaurateurs qui demanderaient le passeport vaccinal n'auraient plus aucune imposition ou restriction quelconque, des tables serrées-collées. Enfin, la vie redevient comme avant pour les vaccinés. Alors, même s'ils n'ont pas l'obligation aujourd'hui de demander ce passeport, il les poussait à faire cela pour que la vie dans leur établissement redevienne totalement comme avant, et les autres, ma foi, imposition, etc. etc. Mais écoutez, madame, ce n'est absolument pas dans la loi. Ce n'est pas écrit dans la loi. C'est M. Poggia qui est en train maintenant de faire une interprétation de ce qui est écrit. Dans la loi, ce n'est pas écrit on peut s'opposer à ceci, vous avez raison de le faire, et faites-le volontiers. Simplement, ce n'est pas écrit dans la loi. Donc, si aujourd'hui on s'oppose à la loi, ce n'est pas écrit dans la loi que le vaccin est obligatoire ou que le certificat vaccinal est obligatoire ou va créer. Ce n'est pas écrit dans la loi. C'est ça, c'est simplement ça. Après, moi, je compte sur vous aussi pour que M. Poggia ne fasse pas de ce certificat vaccinal un grand truc discriminatoire, évidemment, et je serai la première à signer ceci. Alors, moi, c'est plutôt sur vous que je compte sur ce point-là, puisque moi, je n'ai pas de statut politique. Mais Delphine, une dernière question à Werner Boxler, peut-être ? Oui, volontiers. Par rapport à la durée de la loi, hein, vous avez évoqué des durées plus longues dans la loi. Qu'est-ce que vous faites des restaurateurs, par exemple, du petit restaurateur qui n'a pas de terrasse aujourd'hui, donc qui s'est non seulement vu dérangé pendant toute la période Covid dure, si on veut, qui ne peut pas réouvrir aujourd'hui parce qu'il n'a pas de terrasse, malheureusement, qui aura une peine folle à reconstituer son commerce. Qu'est-ce que vous faites de cette personne-là? Comment est-ce que vous imaginez réussir à la soutenir, surtout dans un ton qui devra naturellement, parce qu'on peut bien imaginer que le 31 décembre de cette année, cette personne, elle ne sera pas sortie d'affaires. Donc, il faudra peut-être imaginer encore un peu, aider cette personne sur un temps de manière à ce qu'elle puisse sortir la tête de l'eau. Comment imaginer soutenir cette personne-là, ce restaurateur, cette restauratrice de sa situation? Merci pour la question, Delphine. Donc, moi, je propose que la loi ordinaire soit créée sur la base de la motion de Pierre Mitschwander. Ça veut dire de créer une loi ordinaire soutenant le restaurateur dont vous parlez, et pas seulement à raison de clopinettes, parce que j'ai des témoignages d'entreprises
par exemple la fitness, qui reçoit 30 à 40% de la perte, ça veut dire, en fait, ce n'est pas suffisant. Moi, je pousse même plus loin en disant il faut créer une loi ordinaire à la session du mois de juin. On peut reprendre les articles tels quels, hein. Je veux dire, là, je réponds déjà à votre question. Mais à mon avis, il faudrait dédommager l'entièreté de la perte parce qu'un État qui empêche les Suisses de travailler doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire il doit encore verser les 60% qui manquent. Laszloka a dit dans son journal qu'avant le Covid, il y avait 6% d'entrepreneurs, des locaux commerciaux qui avaient la peine de couvrir le loyer. Et maintenant, une année plus tard, il y a 33% de ces mêmes locataires ont de la peine à honorer leur loyer. Alors donc, je peux plutôt dire, qu'est-ce que vous comptez faire, Delphine, pour les aider à ne pas tomber en faillite? Moi, je vous retourne la question. Delphine, peut-être? Bien sûr que là, c'est une question qui est beaucoup plus large et qui dépasse le débat aujourd'hui de savoir on soutient ou on ne soutient pas la loi Covid. C'est une question économique beaucoup plus large. On peut commencer à développer, ou moi je peux commencer à développer le programme économique que j'imagine avec des structures qui soient plus petites, avec relocalisées, moins dépendantes de l'étranger. C'est une question qui est beaucoup plus large. Donc je me permets, M. Boxler, de ne pas y répondre directement parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne de la loi Covid proprement dit qui devrait nous animer ici aujourd'hui. Cette loi Covid, sans cette loi Covid, actuellement, dans l'état des choses, dans notre état, ce petit restaurateur risque de ne pas avoir de soutien et ce serait vraiment très dommageable pour lui. Merci beaucoup. On va donner la parole. Il y a pas mal de remarques et de questions. Est-ce que je me base sur les questions que vous avez écrites ou je ne voudrais pas… je vais vous prendre comme ça au fur et à mesure. Alors, Laetitia Hélin pose une question. Tu veux la poser ou je la pose? Il faut ouvrir ton micro. Il faut ouvrir le micro, Laetitia. Voilà. Parfait. Mais bonjour, je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise avec Zoom. Merci toujours de vous présenter juste avant de poser une question. Alors, bonjour, Laetitia Aline, voilà. Moi, j'avais une question. De facto, les personnes qui se sont fait vacciner contre le Covid ne craignent plus la maladie. Et en l'occurrence, il semble y avoir une majorité de gens qui veulent le faire. Maintenant, pourquoi insidieusement on oblige les personnes qui sont réticentes à se faire vacciner ou qui ne peuvent peut-être pas se faire vacciner pour x, y raison d'ordre médical ou autre, à malheureusement devoir passer par le vaccin pour revivre à nouveau normalement? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, que c'est juste pour des choses extraordinaires, mais si j'ai bien compris, en fonction de l'évolution de l'épidémie, on peut tout à fait retrouver une situation à deux vitesses où les personnes vaccinées pourraient continuer à faire leur shopping, aller au restaurant, et les personnes non vaccinées ne pourraient plus. Donc, je ne comprends pas, puisque une personne vaccinée, de facto, ne craint plus la maladie, ne peut plus être impactée par la maladie. Merci beaucoup. La question… Je ne suis pas médecin, mais bon, il me semble que ça marche comme ça, un vaccin. Un vaccin, c'est contre la maladie. Mais alors, c'est vrai qu'on s'éloigne du texte de la loi Covid, mais on ne peut pas empêcher, évidemment, par rapport notamment à ce que Werner a… Oui, mais c'est le but de la loi Covid, finalement, c'est ça. C'est la suite de la loi Covid. Non, c'est pas. Peut-être, je le redis encore une fois, peut-être pour bien poser le cadre, parce que la question que vous posez, c'est une très bonne question, hein, ceci dit. Et je pense que c'est une question à laquelle on devrait aussi confronter des scientifiques, le milieu médical, probablement des intervenants aussi plus larges. Mais clairement, sur la loi Covid, celle sur laquelle on parle et celle sur laquelle on votera le 13 juin, très clairement, il n'est pas noté que la vaccination doit être obligatoire, il n'est pas noté qu'il faudra un certificat vaccinal, il n'est rien noté de tout ça. C'est une loi qui permet de déclencher des soutiens financiers à des milieux qui ont été touchés par la pandémie.
Et ça permet au Conseil national de donner son avis et pas de laisser le Conseil fédéral seul à bord. C'est le propos en l'état de cette loi. On peut imaginer qu'elle sera interprétée d'une manière ou d'une autre et qu'il faudra à ce moment-là, mais comme toute loi a une ordonnance et un règlement, et c'est à ce moment-là qu'il faudra aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut aménager au mieux. Mais en tout cas, actuellement, ce sur quoi on vote, c'est clairement une loi qui débloque des soutiens à ces milieux-là. Alors, si j'ai bien compris, je suis désolée, mais si j'ai bien compris l'intervention de M. Werner Boxler, c'était de dire que certes, on votait sur la version de septembre, mais en l'occurrence, il y avait déjà une version avril 2021 qui n'était plus tout à fait les mêmes. Et qui, alors, tout à fait, la version du 1er avril 2021, elle comporte justement l'article 3A, 3B et 6A. Et donc, c'est très important d'aller consulter cette version qui est d'ailleurs sur le site des Amis de la Constitution. Et vous trouvez en surbrillance tous les changements qui ont été faits parce que nous devons nous substituer, en fait, au Conseil fédéral et à la chancellerie pour informer la population. Et je suis scandalisé que c'est une association de citoyens qui doit faire le travail de la chancellerie et du Conseil fédéral. Merci beaucoup. Mais juste un complément de question, Delphine, s'il vous plaît. Ça veut dire que si la loi ne passait pas, toute l'aide, d'ailleurs, pardonnez-moi, mais je n'aime pas du tout la notion d'aide aux entrepreneurs. Les entrepreneurs ont été empêchés de travailler. Ce n'est de leur part une aide qu'il faut leur donner, mais simplement une compensation. C'est d'ailleurs dans la loi, je crois simplement ordinaire. Si on empêche, si on crée un préjudice qui empêche des personnes de gagner l'argent ou peu importe de travailler, on répare ce préjudice. Donc, est-ce que ça ne suffit pas? Ou alors, est-ce que si la loi ne passait pas, est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait rendre les RHT et autres? Parce que peut-être une petite… non, absolument pas. Si la loi ne passait pas, eh bien, simplement, c'est qu'il n'y aura pas de futur versement. D'accord. Ça veut dire que la vie reprendrait comme avant. On ne peut pas nous empêcher de travailler et dès lors, on n'aurait plus besoin d'être… On pourrait continuer à nous empêcher, si c'est la formule et si c'est la manière dont vous voyez les choses, empêcher, si les personnes ne peuvent plus enfin, ça dépendra de la situation épidémiologique, évidemment. Et ça, c'est pas écrit dans la loi que les magasins doivent fermer, que les terrasses sont ouvertes, mais pas les intérieurs, etc. Tout ceci, ce n'est pas écrit dans la loi. Alors donc, je dois donner raison à Delphine à ce niveau-là, ce n'est pas écrit dans la loi Covid-19. En fait, les mesures découlent pour la plupart de la loi sur les épidémies votée par le peuple en 2013. Alors donc, effectivement, on pourrait toujours empêcher les entrepreneurs de travailler sans leur donner de l'aide. D'ailleurs, dans la version du 1er juillet 2021 qui est déjà disponible sur Google, il y a donc les articles 15A et 17A qui sont abrogés. Ça veut dire qu'il y a des aides qui se termineront. Là, je parle d'aide parce que c'est le jargon officiel, même si je ne suis pas d'accord avec cette dénomination, qui seront donc déjà caduques le 30 juin. Donc, en fait, avec la loi Covid-19, nous avons un patchwork. Nous jouons dans le bac à sable. C'est comme des Legos qu'on pose, qu'on enlève, et puis à la fin, quelqu'un m'a envoyé la version allemande en allemand, et là, il a surligné toutes les modifications faites depuis le 25 septembre 2020, et je peux vous en dire, il y en a beaucoup. Il y a aussi des parties qui ont disparu. Alors, est-ce que c'est encore légal? Est-ce que c'est encore une démocratie? Voilà, question. Delphine, peut-être un mot? Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, on va prendre d'autres questions. Il y a Samuel qui lève la main techniquement parlant. Samuel? Oui, effectivement, techniquement et même littéralement. D'accord, merci de vous présenter. Merci de vous présenter. Je suis Samuel, père au foyer. Ah oui. Voilà, donc là j'ai fini de faire à manger pour les enfants. Ils sont en train de manger. Je me suis isolé 5 minutes
pour poser cette question. Elle s'adresse à Madame Klopfenstein. C'est concernant ce qu'on appelle les aides. Effectivement, je pense que ce n'est pas vraiment des aides, mais plus des indemnisations, dans le sens où on force les gens, enfin, on force un commerce de travailler. Est-ce que tout simplement, pour éviter de devoir indemniser les gens, on ne devrait simplement pas les laisser travailler et ouvrir les commerces, tout en sachant que la situation épidémiologique en Suisse n'a jamais nécessité, à part au début quand on ne connaissait pas la maladie, hein, évidemment, je pense dans les 6 premières semaines, c'était l'inconnu pour tout le monde, ça évidemment, il fallait fermer pour pouvoir voir venir la vague et y faire face. Mais là, on a un recul, on a des traitements, on a des vaccins, on a des mesures qui ont été prises, des mesures sanitaires. Est-ce que les fermetures sont encore justifiées? Du coup, est-ce que la loi est justifiée? La loi Covid est justifiée? Alors que maintenant, on a tout un arsenal qui nous permet de faire face à cette maladie, tout en sachant que c'est une maladie dont 98% des gens infectés guérissent spontanément à la maison en 5 jours. Merci Samuel de la question. Delphine? Oui, volontiers. Actuellement, tout est en train de réouvrir et la situation devrait se rétablir, notamment grâce à une forte vaccination. Et c'est ce que dit la task force. Du côté des Verts, on a. Alors, je pense que je suis ici dans un cercle qui a un avis déjà très tranché sur la question. Je le respecte, hein, je respecte votre avis. Je pense que c'est un avis à peu près général quand je lis dans le fil de discussion. Vous avez déjà un avis sur la question notamment du Covid tout court. Hein, on parle même plus de la loi Covid, mais de l'épidémie elle-même. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? À mon avis, c'est une autre question ici. Moi, je ne suis pas venue auprès de vous pour débattre sur la question Covid ou pas Covid, pandémie ou pas pandémie. Je suis en train de vous parler de la loi Covid et ce qu'elle nous propose. Alors, pour répondre à monsieur Père au foyer Samuel, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que, en effet, si les magasins, si le tout réouvre aujourd'hui, on peut imaginer que l'économie pourra de nouveau travailler et dans ce cas, ne plus avoir besoin de rémunération. Moi, je parle quand même d'aide et de soutien. Je continue avec cette terminologie-là. Et puis, évidemment qu'à terme, on peut imaginer qu'on n'ait plus du tout besoin. Seulement, évidemment que ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que ça a fait mal, cette pandémie. Ça a fait très mal. Et il y a des entreprises qui sont dans des situations très difficiles, même si elles réouvrent aujourd'hui, elles reprennent aujourd'hui. Et ces entreprises, elles auront encore besoin d'aide dans 6 mois, même si ça réouvre aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous répondre en l'état. Mais je ne veux pas rentrer sur le terrain de savoir la question, est-ce qu'il y a eu une pandémie? Est-ce que c'était… Enfin, on n'est pas en train de parler de ça ici. On parle de la loi Covid, de ce qu'elle dit. Et moi, je peux vous préciser ce qu'elle dit clairement et vous encourager à la voter. Oui, non, mais cette loi, pardon, merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup. Mais cette loi, elle découle d'une pandémie. Donc, il faut bien qu'on en parle de la pandémie. Bien sûr qu'on en parle, bien sûr. Et je vous parle justement de à quoi elle sert cette loi qui a été créée en temps de pandémie. Et puis, comme l'a redit M. Voxler aussi très clairement, c'est qu'on a une loi avant celle-ci, qui est la loi sur les épidémies. Cette loi-là, qui a été d'ailleurs, il y a eu un référendum en 2013 sur cette loi, le peuple a confirmé largement le soutien à cette loi. Et c'est cette loi essentiellement. Alors, s'il y a des levées de boucliers, c'est peut-être cette loi-là qu'il faudra revoir une fois ou l'autre. Mais clairement, la loi Covid, ce qu'elle vient apporter ici, c'est qu'elle libère, elle ouvre des enveloppes pour soutenir des commerces, des restaurateurs qui ont été obligés de fermer, et tout ceci avec un mécanisme démocratique qui est celui du vote du Conseil national et du Conseil des États, et avec l'approbation, au fond, de l'écrasante majorité des politiques. Rappelez-nous juste, Delphine, s'il vous plaît, jusqu'à quand cette loi qui passe ou qui ne passe pas sera en vigueur, celle sur laquelle on va voter? Cette loi, elle est déjà en partie en vigueur parce qu'il y a déjà des enveloppes qui ont été libérées pour soutenir les différents commerces et restaurateurs qui n'ont pas pu mener leur activité. Donc, cette loi, elle est déjà en vigueur. Si le 13 juin, elle était refusée, eh bien, cette loi, à partir du 25, je crois que c'est le 25 septembre, eh bien, cette loi tous les robinets seraient fermés.
et puis on arrêterait simplement le principe de soutien à ces différents milieux. Ça, c'est la loi. Alors, si maintenant cette loi elle est limitée dans le temps, elle est limitée jusqu'à la fin de l'année, c'est juste que certains articles vont continuer, comme l'a dit M. Boxler, c'est vrai, certains articles vont continuer parce qu'il a été estimé que certains milieux avaient besoin d'une aide qui soit prolongée, parce qu'en l'état, sans cette aide prolongée, eh bien, ces milieux-là ne s'en sortiraient pas. Que pensez-vous, Werner, je veux dire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez nous réexpliquer peut-être comment vous le sentez au niveau du mécanisme. Donc, finalement, cette loi, elle n'est pas si dangereuse, elle s'arrête finalement fin de l'année. C'est ce qu'on comprend? Oui, c'est effectivement écrit en bas de page de cette loi que jusqu'à quand les articles vont durer. Seulement, il y a évidemment des choses comme le traçage qui ne va pas s'arrêter le 31/12/2021. Le certificat sanitaire ne va pas s'arrêter le 31/12/2021. Ce n'est pas tellement clair dans cette loi que, comme je disais, c'est du patchwork. Il y a donc, quand j'entends Delphine dire il faut absolument cette loi, sinon il n'y aura plus d'aide, en fait, on parle de octobre, novembre et décembre. On n'est pas d'accord pour 3 mois et 5 jours. Est-ce qu'il ne faut plus les aides après? Qu'est-ce que ça change d'arrêter cette loi inutile et dangereuse le 25 septembre par rapport au 31/12/2021, pardon. Qu'est-ce que ça fait la différence? Et j'ai comme l'impression que vous n'arrivez pas à entendre qu'il y a une motion Pirmin-Schwander qui justement veut régler ce problème dans une loi ordinaire, et si les chambres le votent cette motion dans la session de juin, il y a les 100 jours référendaires et il n'y en aura aucune interruption d'aide, de soutien et de dédommagement parce qu'en fait, on peut le prolonger jusqu'à 2050. Ça ne me dérangerait pas. Mais après, je dirais quand même, laissons travailler les gens qui veulent travailler, laissons les entrepreneurs faire leur boulot. Les Suisses ne veulent pas être assistés, ils veulent travailler. Donc, pour la durée de la loi, pour moi, c'est un grand flou. Et puis, je peux tout à fait imaginer qu'en décembre, avec la 3e vague, le Parlement va céder au Conseil fédéral une nouvelle fois pour prolonger la loi d'urgence jusqu'à je ne sais pas quand. Et pendant ce temps-là, les droits démocratiques constitutionnels sont bafoués et abîmés. Et puis, il y a des gens qui vont manifester dans les rues d'une manière pacifique, sont amendés et sont vraiment traités comme des personnes non grata. Et ça me fait souci. Et quand j'entends que de toute façon, ça va s'arrêter fin 2021, Delphine, je voudrais bien le croire, mais je n'arrive pas à le croire. Merci beaucoup. Juste avant que l'on continue, bien sûr que l'on reste toujours dans l'amabilité et aucun dérapage ne sera accepté. On se dit les choses tout à fait cordialement. Je vois des mains se lever. Adrien Enlard. Alors, bonjour, oui, Enlard, Enlard, c'est comme vous voulez. Je suis suisse, français, vivant à l'étranger, en République tchèque aujourd'hui. Et je suis très intéressé par cette question puisque je compte revenir en Suisse, me réinstaller en Suisse bientôt. Je suis, on va dire, designer de système par formation et par travail. Donc, je regarde ce problème d'un point de vue systémique au sens financier et je voudrais savoir comment est-ce qu'on imagine que une loi qui propose des aides financières à différentes entreprises qui ne peuvent pas travailler, donc qui ne peuvent pas générer de profit, qui ne peuvent pas générer d'argent qui va rentrer dans un système complexe économique et financier. D'où l'argent va venir si ça devait continuer encore plus longtemps, puisqu'on va avoir des nouveaux virus, des nouveaux variants, peut-être une nouvelle catastrophe. Quelle est l'idée économique de la part du Conseil fédéral pour pouvoir subvenir aux besoins si on continue d'avoir des gens qui ne travaillent pas? D'où va venir cet argent pour générer les aides?
Est-ce qu'on parle d'un revenu universel, tout ce genre d'idées un peu qui sont en train aussi d'émaner des États-Unis et ces choses-là? J'ai l'impression que ça n'est pas viable, si vous voulez, sur le long terme. Alors, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, puisqu'elle est un peu... il n'y a pas de spécialiste en économie ici, mais j'ai l'impression qu'on élude complètement cette dimension. Merci. Peut-être plutôt Delphine, au niveau peut-être sensation, sensibilité. C'est évidemment, et c'est une excellente question, hein. C'est une question de fond, c'est une question qui touche aussi notre avenir. Comment est-ce qu'on va faire dans un monde aujourd'hui où on se déplace beaucoup, où on consomme beaucoup, où les épidémies seront probablement, les crises liées aux épidémies seront probablement des risques qui pourraient arriver, avec aussi notre manière aussi d'occuper aussi le sauvage, si je peux parler ainsi, au niveau planétaire, au niveau de la voilà, on s'est rendu compte aussi que c'est aussi ce rapport un petit peu de la société et comment est-ce qu'on va continuer. Alors cette loi-là, elle est limitée dans le temps, donc l'idée c'est qu'on s'en sorte et puis qu'on passe à autre chose. Mais vous avez raison de dire que probablement que d'autres virus risquent d'arriver et qu'est-ce qu'on va faire? Et la question du revenu de base inconditionnel, il y avait une votation il y a quelques années, eh bien, c'est des questions qui peuvent surgir aujourd'hui, de se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas revoir aussi notre système économique, revoir aussi notre manière de consommer le monde? Ce sont des réflexions à la fois sociologiques, philosophiques et aussi économiques sur la manière dont ce que nous apporte aussi cette situation aujourd'hui pandémique. Mais je n'ai pas de réponse, évidemment à votre question précisément, si ce n'est que vous ouvrez là un champ important et c'est une question intéressante en effet. Merci beaucoup. Il y avait une question sur le rôle de la presse et notamment, il me semble, mais pas sûr, que dans la loi Covid que nous voterions, il y a un subside assez important qui serait dévolu à la presse. C'est Claudine Soto. Claudine, est-ce que tu veux ouvrir ton micro? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors oui, effectivement, moi je suis assez marquée par le rôle de la presse que je trouve donc partisane dans tout ce processus. En tout cas, ils ont joué un rôle qui m'a pas vraiment plu. Et j'aimerais juste savoir si c'est justifié de soutenir à ce point-là les médias au travers de cette loi Covid. Je vois pas trop le besoin de soutenir pareillement la presse. Donc, je parle là de la presse qui est évidemment subventionnée par la grande presse régionale, qui crée encore un plus grand écart avec les presses qui sont, disons, plus alternatives ou les médias qui sont effectivement tout à fait judicieux et justifiés, mais pas subventionnés comme, je ne sais pas, je ne vais pas citer RTS, mais c'est ça. RTS, SSR. Et ça, c'est ma question, je ne comprends pas pourquoi il faut à ce point les soutenir. Est-ce que ce n'est pas une façon du Conseil fédéral de les acheter finalement? Voilà. Delphine, est-ce qu'on veut au Conseil national acheter la presse? Alors, une presse étatique, je ne m'avancerai pas sur ce chemin-là, mais la raison principale qui a poussé à soutenir les médias, ça a été en fait parce que la presse, certaines reçoivent certaines subventions, mais beaucoup de presse, liée à Tamedia notamment, fonctionnent aussi par eux-mêmes, et notamment avec le gain des publicités. Et ce qui s'est passé très clairement, c'est que l'apport lié à la publicité, qui reste une part importante des budgets de la presse, eh bien, cette enveloppe-là est quasiment tombée pendant la pandémie, et ce qui a expliqué le besoin d'avoir une attention particulière pour les médias. Merci beaucoup. Il y a une main qui se lève. Anne-Marie? Ah, Werner, pardon. Oui, je voulais juste rajouter à cela que, en fait, le Conseil fédéral et aussi le Parlement nous vendent actuellement une politique sans alternative concernant les aides. On nous dit, voilà, on ne peut pas vous aider si vous votez non à la loi. On nous dit la même chose pour le certificat vaccinal. Si vous voulez vous en sortir, vous vous faites vacciner. Et puis, pour la presse, on nous dit il faut absolument soutenir la presse, autrement, elle ne va plus pouvoir faire son travail. Donc, là aussi, il y aurait des alternatives pour soutenir la presse.
Si ce n'est que, par exemple, en disant tous les abonnements qu'on prend à la presse, on peut les déduire des impôts. C'est juste une petite pensée comme ça. Parce que si c'est Berne qui finance la presse, et avec le projet que vous connaissez très bien, Delphine, le nouveau projet de soutenir la presse à raison de 480 millions de francs par année sur 4 ans, ça veut dire égal 2 milliards de francs investis dans la presse, ça crée un problème de qui paye commande. Et donc, effectivement, ça rend dépendant. Nous optons pour une presse indépendante qui peut faire un travail journalistique de qualité. Et déjà, pendant toute cette année-là, je concède ça à la personne, à Claudine, je crois, qui a posé la question, effectivement, la presse, elle a souffert, elle a aussi tombé dans ce piège de la politique sans alternative, du travail journalistique sans alternative. Et je le déplore, et il ne faut pas soutenir ça davantage. Merci beaucoup de la précision. On va encore prendre, mon Dieu, que le temps passe vite. Il faut ouvrir ton micro. Tu as levé la main. Il faut ouvrir ton micro. C'était moi parce que je ne t'entendais plus. Tu veux, oui, tu veux poser une question, je crois. Oui, tout à fait. Je suis Anne-Marie Bouchman-Petit, je suis néerlandaise, mais résidente à Genève. Je paie mes impôts à Genève. J'ai malheureusement pas le droit de voter le référendum, mais je pense que le résultat de vote aura quand même un impact sur ma vie, sur la vie de mes enfants et sur la vie de mes 4 petits-enfants. Moi, j'ai essentiellement une question sur ce certificat sanitaire. J'ai bien compris que la loi initialement était pour les subventions, les aides aux entreprises. Mais pourquoi donc avoir ajouté un certificat sanitaire? Il y avait certainement un but derrière. Qu'est-ce que vous voulez obtenir avec ce certificat sanitaire, sachant et que beaucoup de scientifiques renommés le disent encore cette semaine. Le professeur Raoult a dit qu'il a autant de patients vaccinés dans son hôpital que non vaccinés qui ont le Covid. On sait que le vaccin n'est pas immunisant. On sait qu'on reste contagieux. On sait que quand on fait un test PCR, sur le moment, on ne l'a pas, mais le lendemain, on pourrait l'avoir, on pourrait être contagieuse. Donc, pourquoi vous avez mis donc ce certificat sanitaire dans cette loi? Merci. Merci Anne-Marie. Delphine, c'est encore vous. Oui, je vous remercie de me poser autant de questions en vrai et dans le chat. D'ailleurs, pas toujours toutes très polies. Je me permets ce commentaire par rapport aux commentaires dans le chat que je trouve pas toujours tout à fait digne d'un débat respectueux, d'autant plus qu'il n'est pas très équilibré par rapport à l'ensemble de vos invités, même si je respecte parfaitement les différentes positions. Mais je vous demanderai juste, en tout cas au niveau des messages dans le chat, de rester poli sur la forme aussi, notamment les politiciens par définition ont besoin de la presse. Je trouve que cette remarque-là, elle a pas lieu d'être ici. Et je trouve ça particulièrement déplacé. Je tiens à le dire ici. J'ai vu d'autres commentaires que je trouve un peu déplacés. Mais pour répondre à Madame sur le certificat, directement sur ce certificat, de dire que le certificat, il n'a pas été inscrit dans la loi comme c'est le principe même de la réflexion d'un certificat. C'est pour ouvrir en fait la réflexion sur l'idée d'avoir un certificat sur cette question-là. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est fait. Et c'est pas quelque chose qui est contraignant pour l'instant. Donc voilà, donc pour l'instant, on ne vote pas dans cette loi. Si vous acceptez cette loi, ce que j'imagine vous n'allez pas faire, mais si vous acceptez cette loi, il ne sera pas inscrit ou pas dit
qu'il faudra absolument un certificat vaccinal. Ce n'est pas de l'ordre de la contrainte ou de l'obligation, c'est l'ordre du principe et de la réflexion. Et ça, c'est quand même important de le dire, hein, c'est comme la vaccination, il n'y a pas d'obligation de vaccination. Cette loi, hein, et peut-être je le redis encore une fois, on arrive au bout du temps, mais c'est important de le savoir, c'est que cette loi, elle est vraiment là pour apporter au fond des mesures indispensables en matière d'aide. Alors, pour reprendre le mot d'ENSA, en matière de défraiement ou dédommagement aux différents milieux suite à cette période difficile. Donc, si vous estimez que la pandémie a été mal gérée, et ça c'est une autre question, et c'est possible de penser ceci, qu'elle a été mal gérée, qu'on a enflé un problème qui n'en était pas un, et ça c'est une autre question, et moi je n'ai pas envie de débattre de ça aujourd'hui ici. Ouais. Si vous avez ces réflexions-là, vous pouvez évidemment les avoir, mais très clairement, ce n'est pas dans la loi Covid, c'est un peu utiliser cette loi Covid pour faire un peu épouvantail sur l'ensemble des questions qu'on peut se poser dans cette période qui est difficile et qui amène naturellement des réflexions, et c'est juste d'avoir des réflexions. Mais très clairement, cette loi, on peut imaginer que si vous avez si vous semble qu'on a fermé trop on n'aurait jamais dû fermer les magasins, jamais dû fermer les restaurants. Alors, si c'est votre avis, ces restaurants ont été fermés. Ces restaurateurs sont dans des situations difficiles. Qu'est-ce qu'on fait avec eux maintenant ? Quoi qu'il en soit, on peut ne pas avoir apprécié le principe de fermeture. Ce n'est pas le Parlement qui a décidé les fermetures et ce n'est pas la loi qui a décidé non plus les fermetures. Qu'est-ce qu'on fait actuellement, vu les mesures qui ont été prises jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on fait de cette population qui a souffert de la crise sanitaire? Et oui, on rouvre les restaurants. Je vois Fabienne, bien sûr, on rouvre les restaurants, mais ces gens-là ont déjà été endommagés. Alors, on peut ne pas être d'accord, si c'est votre cas, Fabienne, ou d'autres, sur le fait de les avoir fermés, ces restaurants. Ça, c'est une autre question. Et moi, je ne suis pas là pour discuter de ceci. Mais dès le moment où ces restaurants ont été fermés et que les restaurateurs ont été dérangés évidemment dans leur fonctionnement et n'ont pas pu gagner, oui, mais tarder à les ouvrir, certes, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils auront besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai une question à Fabienne. Qu'est-ce que vous faites, Fabienne, pour ces restaurateurs? Et j'aimerais vraiment savoir comment on va faire pour soutenir ces restaurateurs qui ont été contraints de fermer leurs portes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Encore une fois, je n'appelle pas ça aider, madame. Vous empêchez des gens de travailler, c'est normal de les dédommager. Et pourquoi vous êtes en train de faire du pâté d'alouette, c'est-à-dire que c'est une sorte de chantage. C'est-à-dire que si vous ne votez pas la loi, eh bien, on ne va pas vous donner d'argent. Or, c'est vous qui avez causé le problème. Alors, c'est à vous de le réparer. Et maintenant, de lier le fait de voter la loi à donner des compensations à des gens que vous avez mis sur la paille, je trouve ça pas juste, madame. Pardon, je trouve ça pas juste. Très bien, je vous remercie. Et est-ce que la loi donne la possibilité que le certificat sanitaire devient obligatoire? Est-ce que c'est possible avec cette loi? Non. Non, ce n'est pas possible. Alors, peut-être, comme nous arrivons à la fin Enza, on t'a perdu, je pense. C'est peut-être une question. Est-ce que si on... On ne vous entend plus, Enza. Donc, il faudrait, sur les lois qui sont nationales, quand on va vous soumettre... Pardon? Il y avait une interruption, Enza. Vous pouvez répéter? Pardon, je ne sais pas, ça doit être mon Internet. Pardon. Je disais, par rapport à ce qui arrive par la suite au niveau de plusieurs articles qui auraient été ajoutés sur lesquels nous ne votons pas, est-ce qu'il faudrait refaire un référendum si nous ne sommes pas d'accord, ou simplement ça sera pris dans la loi globale? Est-ce que cette loi ouvre le oui à ce qui arrive ensuite? C'est un peu la question de Anne-Marie. Alors, je vais volontiers répondre. Okay. Donc, renseignements pris auprès de la chancellerie. La chancellerie nous a dit qu'effectivement, si
la loi Covid-19 devrait être rejetée, les articles rajoutés en décembre et en mars n'auraient pas de fondement. Donc, ils deviendraient aussi caducs en même temps. Alors, donc, ça, c'est aussi la réponse qui a été donnée le 12 mai par la chancellerie, qui est d'ailleurs aussi disponible sur le site des Amis de la Constitution, qui a été publié hier soir. Donc, voilà, vous pouvez donc vous rendre compte justement de ce non-rentrée en matière, de vouloir nous informer des rajouts des articles supplémentaires. Parce que les Suisses n'aiment pas voter une loi qui n'est pas transparente. Et puis, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est effectivement quelque chose qui nous fâche, quoi. Alors, donc, voilà, les articles vont tous être annulés et le Parlement devrait travailler dur pour trouver des remplacements parce que ça ne se fait pas dans l'ordre actuellement. Je veux aussi finir en disant, ben voilà, le Conseil fédéral a reçu un chèque en blanc du Parlement et avec cette loi Covid-19. Et puis, il faut que le Parlement reprenne ce chèque en blanc, le déchire, le met à la poubelle et refait le travail de représentant de la population. Ça s'est déplacé, le pouvoir du peuple souverain s'est déplacé vers le Conseil fédéral et c'est inadmissible et inacceptable pour les Amis de la Constitution. Merci beaucoup, Werner. On va prendre une dernière question. C'est Sorin qui la pose. Et ensuite, je vous demanderai une conclusion à tous les deux, si vous le voulez bien. Sorin, il faut allumer le micro par contre. Voilà, vous m'entendez? Très bien. Bonjour, je me présente, Sorin. Sorin Pakoariou, je suis interprète de conférences et traducteur. Je travaille dans des organisations internationales notamment, mais aussi avec les autorités très souvent. Et je pense avoir, disons, un regard assez global des différents points de vue. C'est peut-être pas plus mal de prendre un peu de distance quand on regarde ce genre de situation. Alors, bon, une chose qui m'étonne évidemment dans l'argumentaire des autorités qui est très bien représentée par Madame Klopfenstein, c'est l'insistance sur le fait que si la loi a été refusée, les mesures financières seraient caduques. J'ai l'impression que c'est un peu le seul argument qui est rabâché sans cesse, alors qu'on ne répond pas à la question qui elle aussi a été posée à plusieurs reprises, pourquoi ne pas simplement transférer l'ensemble de ce paquet financier dans une loi indépendante? Et je crois que personne ne s'oppose à ce principe. Je crois qu'il y a ça paraît presque trop simple. C'est presque un non-débat. Tout le monde est d'accord d'avoir des lois financières. Donc, quand Mme Klopfenstein pose la question que fait-on des gens qui ont besoin, on va continuer à les aider. Je crois que tout le monde est d'accord. Il y a unanimité là-dessus. Et je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'on fait cette proposition très claire et très simple, je pense qu'il faudrait 5 minutes au Parlement pour reprendre tel quel le paquet tel qu'il existe maintenant, éventuellement prévoir même une prolongation, comme cela a été suggéré par M. Boxler. Je ne vois pas où est la difficulté. Mais surtout, au-delà de tout ça, c'est ce que j'ai écrit derrière, c'est la question éthique qui me semble avoir été occultée. Comment, en si peu de temps, en une année, on est arrivé à convaincre la population, pas seulement de notre pays, mais du monde entier, qu'il était acceptable d'avoir des différences de traitement, de créer des citoyens de seconde zone. Et je vais vous donner un exemple très concret. Avant ce Zoom, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai rencontré un ami qui lui aussi finissait le travail très tard. Il était prévu qu'on aille boire un café ou une bière sur une terrasse. Et moi, je n'ai pas le soi-disant pass, comment il s'appelle déjà? C'est collé sur toutes les tables des terrasses. Et on m'a demandé de scanner mon pass. C'est un nom anglais en plus, ça fait plus cool en anglais, mais je ne l'ai plus retenu. Et je leur ai dit, excusez-moi, je n'ai pas ce pass-là. Ah, donc on ne peut pas vous servir. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est la réalité. Alors, est-ce que le certificat sanitaire qui n'est pas obligatoire, très franchement, il n'y a-t-il pas des raisons de craindre que ça devienne une réalité?
apparemment, la porte est ouverte. Et si je vois la formulation de la loi de l'article 6A, ça me paraît très clair. C'est le Conseil fédéral qui décide. Il a loisir, en fait. Je vais vous dire, c'est le Conseil fédéral définit les exigences applicables aux documents. Voilà. On a une marge de manœuvre pour définir les exigences applicables aux documents. Merci. Ce côté éthique, ce Ausweis, ou appelez-le comme vous voulez, en 2021, il m'interroge. Il interroge beaucoup de gens. Merci beaucoup, Sorine. C'était un avis important. Juste avant de vous donner à chacun peut-être la minute de conclusion, pourquoi faut-il voter la loi? Pourquoi ne faut-il pas voter la loi? Sachez, Delphine, que nous avons invité, comme d'habitude, et au travers des réseaux et au travers de nos emails, tous ceux qui voulaient venir. Je pense que ceux qui sont là, ce sont des gens qui sont inquiets. D'où probablement ce ressenti de dire mais voilà, personne n'est pour la loi ici, mais peut-être que ceux qui sont pour la loi, ils n'ont pas besoin d'autres explications, et je remercie chacune et chacun d'être suffisamment curieux pour donner 1 heure de son temps et être là pour voilà, essayer de tout comprendre, même voilà. Alors Delphine, merci d'avoir été là. Pourquoi il faut qu'on vote la loi? Je crois que j'ai eu l'occasion de m'épandre. Voilà, je crois que vous avez compris mon message. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'un cadre légal voilà, pour subvenir à cette situation qui a été liée à cette pandémie est nécessaire. Et que, encore une fois, hein, cette loi a été votée à la quasi-unanimité des 2 parlements, enfin en tout cas pleine du Conseil des États et très largement du national. Donc voilà, donc c'est une loi qui actuellement est soutenue, et d'ailleurs tous les partis la soutiennent, que vous croyez ou pas aux partis, qu'ils soient vendus ou pas, tous clairement soutiennent cette loi. Et voilà, moi je vous encourage évidemment à rester fidèle à vous-même, quoi qu'il en soit, mais évidemment mon propos c'est celui de voter la loi le 13 juin. Et vous nous soutiendrez sur le choix du passeport vaccinal. Ça, ce n'est pas encore en ordre, alors, si je comprends bien. Vous devez encore avoir des débats. Ce n'est pas la question, mais c'est juste d'avoir une réflexion autour d'un certificat vaccinal, une réflexion alimentée. Mais la loi, elle ne dit pas qu'il faut un certificat vaccinal, encore une fois. Merci beaucoup, Delphine. Werner, pourquoi il ne faut pas voter cette loi? Parce que cette loi est inutile et dangereuse et transfère le pouvoir du peuple souverain vers le Conseil fédéral. Donc, il faut revenir à la démocratie directe. Je tiens à rajouter que j'ai bien apprécié votre ouverture, Delphine, sur bien des questions. Je vous rejoins complètement pour le financement. Donc là-dessus, il y a juste unanimité. Et puis, je suis aussi contente de vous entendre dire que le certificat n'est pas encore instauré et installé. Donc, après, je me dis, il y a aussi le côté des cantons. Les cantons peuvent toujours faire plus que le Conseil fédéral dit, hein, en fin de compte. Donc, voilà, là-dessus, on a bien vu que certains cantons ont sévi gravement pendant la période Covid, qui est encore là d'ailleurs, officiellement. Et voilà, donc je dis, votez non à la loi Covid parce qu'il y a des alternatives à tout ce qui est dans cette loi, pour ce qui est utile et nécessaire. Je vous remercie pour Merci Delphine, merci Werner. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un très chaleureux applaudissement à nos 2 débatteurs, s'il vous plaît. Voilà. On va, si vous le voulez bien, faire une photo qui ira sur les réseaux sociaux. Auparavant, si vous